En 1966, un scientifique réputé a publié un livre contenant des informations susceptibles d'affecter tout le monde sur Terre. Mais la CIA l'a classifié avant que quiconque puisse le lire. Nous n'en avons entendu parler qu'il y a quelques années, lorsqu'il a été déclassifié. Mais la CIA n'a publié que 57 pages du manuscrit original de 284 pages. Et ces pages ont été, selon les propres mots de la CIA, expurgées. Pourquoi la CIA juge-t-elle ce livre si dangereux qu'elle l'a caché au public pendant 60 ans et dissimule encore l'essentiel? Eh bien, c'est parce que l'homme qui l'a écrit y décrit la fin du monde. En 1966, l'ancien ingénieur de McDonnell Douglas, le Dr Chan Thomas, a publié un livre intitulé The Adam and Eve Story. Ce titre peut sembler une plaisanterie, mais il est littéral. Ce livre parle de la fin du monde tel que nous le connaissons. Quoi de neuf? C'est une de ces histoires où tu nous fais peur, puis tu conclus sur une fin heureuse? Eh bien, tu as à moitié raison. Non, si je me fais encore dessus, qui doit te rappeler de couper ça au montage? Ils ignoraient ton accident, jusqu'à ce que tu leur annonces. Eh bien... Thomas présente des preuves d'un changement imminent des pôles terrestres qui provoque un cataclysme. Et Thomas dit que ces déplacements des pôles sont cycliques, qu'à intervalles réguliers, une catastrophe anéantit presque toute la vie humaine et que nous recommençons à zéro à l'âge de pierre. Il affirme que nous sommes la 6e civilisation avancée sur Terre. Il est possible que d'autres civilisations aient existé ici, mais plus on remonte dans le temps, plus il est difficile d'en être sûr, car certaines occupaient des continents désormais disparus. Thomas n'est pas le premier scientifique à publier cette théorie. En 1958, presque 10 ans avant The Adam and Eve Story, Charles Hapgood a publié The Earth Shifting Crust, qui abordait l'hypothèse du déplacement de la croûte terrestre. Cette théorie dit que parfois la Terre tourne très vite et que les continents sont réarrangés. Lorsque Hapgood a proposé l'idée de la dérive des continents, cela a été qualifié de pseudo-science. Mais Hapgood avait ses partisans. Albert Einstein a préfacé 2 de ses livres. Aujourd'hui, on sait que Hapgood avait raison, les continents bougent. Ils s'éloignent et entrent en collision encore et encore, et cela depuis près de 4 milliards d'années. La Pangée était le supercontinent qui s'est disloqué pour former les masses terrestres qui existent aujourd'hui. Mais avant la Pangée, il y avait le supercontinent Gondwana, qui a existé pendant 400 millions d'années. Avant Gondwana, il y avait la Pannotia. Avant cela, Rodinia, Columbia, Atlantica, Arctica, Kennerland, Ur et Vaalbara. Ces supercontinents se sont formés, disloqués, puis reformés. Après avoir collaboré avec Einstein et d'autres scientifiques, Charles Hapgood a publié The Path of the Pole pour actualiser ses théories. Dans ce livre, Hapgood a suggéré que les pôles terrestres bougent constamment. Encore une fois, cette pseudo-science s'est révélée vraie. Hapgood pensait qu'un déplacement des pôles entre 15 et 40 degrés s'était produit vers 9600 avant Jésus-Christ, soit il y a 11 600 ans. Dryas récent. Dryas récent. La carte de Piri Reis déconcerte les scientifiques depuis des centaines d'années. Sur la carte de Piri Reis se trouve le continent de l'Antarctique. Mais l'Antarctique n'a été découvert qu'en 1820, et Piri Reis affirmait que les informations sur sa carte provenaient de cartes beaucoup plus anciennes. Si Charles Hapgood avait raison et que l'axe terrestre avait bougé de 15 degrés, l'Antarctique ne serait pas entièrement glacé. Il pensait qu'une ancienne civilisation de l'âge de glace avait cartographié la côte il y a des millénaires. Plusieurs théories de Charles Hapgood se sont avérées justes, mais le déplacement des pôles à l'ère glaciaire demeure controversé. Nous savons toutefois que les pôles bougent avec le temps. Nous savons que les continents dérivent lentement. Pourtant, le Dr Chan Thomas, dans The Adam and Eve Story, soutient que ce déplacement se produit en moins d'une journée. Chan Thomas décrit en détail à quoi cela ressemblera. C'est pire que tout film catastrophe hollywoodien imaginé. Bien pire. Chan Thomas débute son livre en décrivant ce que nous vivrons lors du basculement des pôles. Avant d'entrer dans ce sujet, ce serait peut-être le bon moment de faire une pause pour prévoir des sous-vêtements de rechange. J'ai appris à l'écouter quand il dit ça. Avec un grondement si bas qu'il en est inaudible, puis se transformant en un rugissement tonitruant, le tremblement de terre commence. Mais ce n'est pas un tremblement de terre comme les autres dans l'histoire. En Californie, les montagnes tremblent comme des fougères dans la brise. Le puissant Pacifique se cabre et s'amoncelle en une montagne d'eau de mer de plus de 3 km de haut, puis commence sa course vers l'est. Le vent attaque, déchiquetant tout dans un bombardement supersonique. La montagne d'eau de mer du Pacifique suit le vent vers l'est, ensevelissant Los Angeles et San Francisco comme s'ils n'étaient que des grains de sable. À travers le continent, le vent soufflant à 1000 milles à l'heure sème partout une vengeance infernale, sans merci. Voici pourquoi le vent est si violent. La Terre tourne à environ 1000 miles à l'heure, mais on ne le sent pas car tout tourne ensemble.
terre, eau et atmosphère. Selon Thomas, lors du déplacement des pôles, l'air et l'eau continuent de tourner, mais les terres s'arrêtent. À de nombreux endroits, la couche sous-jacente en fusion de la Terre perce et répand une mer de feu liquide blanc et brûlant. En une fraction de journée, tous les vestiges de la civilisation disparaissent. Et les grandes villes, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Dallas, New York, Boston, ne sont plus que des légendes. Il reste à peine une pierre, là où des millions marchaient il y a quelques heures. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si vous étiez dans une voiture roulant à 1000 miles à l'heure et qu'elle s'arrêtait soudainement. Maintenant, imaginez ce qui se passerait si une grande ville avançant à 1000 miles à l'heure s'arrêtait soudainement. Les gratte-ciels s'effondreraient. Des millions de personnes seraient projetées comme dans un mixeur et peu survivraient. Mais les survivants sont les moins chanceux. Parce qu'un mur d'eau, de boue et de débris haut de 2 miles traverse le pays à la vitesse du son. L'Amérique du Sud découvre que les Andes ne sont pas assez hautes pour arrêter la violence. En moins d'une journée, tout le continent est brûlé par le feu de la Terre en fusion, enseveli sous des kilomètres de mer déchaînée, puis transformé en un enfer glacé. Tout gèle. L'homme, les animaux, les plantes et la boue en moins de 4 heures. Lorsque le basculement se produit, les terres émergées cessent de bouger, donc le soleil cesse de bouger dans le ciel. Cela signifie qu'un côté de la Terre va devenir vraiment chaud et l'autre côté vraiment froid. Une chute de température de 180 degrés. Cela signifie que même les parties les plus chaudes de la planète vont descendre à moins 80 degrés. Tout est gelé en moins de 4 heures. L'Europe n'y échappe pas. Les Alpes, les Pyrénées, les monts Oural sont réduites, puis soulevées encore plus haut lorsque le mur d'eau de mer frappe. L'Afrique de l'Ouest et les sables du Sahara disparaissent. La fureur continue pendant 6 jours. Au cours du 6e jour, l'océan commence à se calmer. Le bassin du golfe du Bengale, juste à l'est de l'Inde, se trouve maintenant au pôle Nord. L'océan Pacifique, à l'ouest du Pérou, se situe désormais au pôle Sud. De nouvelles calottes glaciaires apparaissent dans ces zones polaires, tandis que le Groenland et l'Antarctique, désormais proches de l'équateur, voient surgir une végétation tropicale luxuriante. Thomas prédit un déplacement de 90 degrés de l'axe de la Terre, ce qui revient essentiellement à faire basculer la planète sur le côté. Les pôles se déplacent vers l'équateur et l'équateur se déplace vers les pôles. New York se trouve au fond de l'Atlantique, recouverte par des quantités incroyables de boue. De San Francisco, Los Angeles, Chicago, Dallas et Boston, il ne reste aucune trace. Le cataclysme a fait son œuvre et pousse les quelques survivants pitoyables dans un nouvel âge de pierre. Nous rejoignons Noé, Adam et Ève, l'Atlantide, Mu et l'Olympe. Et Jésus rejoint Osiris, Tawara, Zeus et Vishnu. Dans le premier chapitre, le docteur Thomas décrit un avenir terrifiant. Mais est-il probable ? Dans les chapitres suivants, il ne fait pas que prouver que le basculement des pôles est possible, il montre aussi que cela s'est déjà produit et se reproduira très bientôt, avec des signes que cela a peut-être déjà commencé. Chaque culture possède un mythe du déluge. Les religions abrahamiques ont le déluge de Noé. Les Mayas ont le déluge de Urukan, d'où vient le mot ouragan. Les anciens Hawaïens avaient le déluge de Nuhu. Les Sumériens ont écrit sur un déluge dans l'épopée de Gilgamesh. L'Europe, l'Asie, les insulaires du Pacifique et les tribus autochtones d'Amérique évoquent tout un grand déluge ayant purifié la Terre pour permettre à la civilisation de renaître. Un seul mythe, ce n'est que du folklore. 2 mythes, c'est une coïncidence. 40 mythes sur le déluge, cela ressemble de moins en moins à un mythe, davantage à de l'histoire. Ici, nous relions souvent les grands déluges à la fin de la dernière ère glaciaire, le Dryas récent, et les carottes de sédiments fournissent des preuves solides que cela s'est produit. Mais ce qui est intéressant, c'est que Thomas a dit que le dernier grand déluge n'a pas eu lieu il y a 11 500 ans, mais il y a 6 500 ans. Dans les années 60, il y avait très peu, voire aucune preuve de cela. Mais il y a quelques années, des archéologues ont trouvé des preuves du mythe du déluge de Gunyu en Chine. Des preuves d'un grand déluge ont été trouvées en Méditerranée et dans la mer Noire. Ces découvertes situent le déluge entre 6500 et 7000 ans, ce qui est plus récent que le Dryas récent, et exactement à l'époque où Thomas dit que cela s'est produit. Chan Thomas fournit les dates d'autres déluges. Le Dryas récent remonte à environ 11 500 ans. Avant cela, il y a eu un déluge il y a 18 500 ans. Et c'est exactement à cette époque que le pont terrestre de Bering a été submergé. Avant cela, il y a 29 000 ans, ce qui correspond à la fin de la période glaciaire du Wisconsin. Et avant cela, il y a 43 800 ans. Mais les déluges mondiaux ne sont pas controversés. Nous savons qu'ils ont eu lieu. Ce qui est controversé, c'est l'affirmation selon laquelle des civilisations avancées existaient avant chacun de ces déluges. L'archéologie et la paléontologie traditionnelle affirment que la première civilisation est apparue en Mésopotamie il y a 6500 ans. Mais si ce n'était que le dernier redémarrage ? Quel est le film Batman? Exactement. The Dark Knight Rises est meilleur. On peut parler de Batman plus tard ?
je parle ici de la fin du monde. C'est pourquoi je n'arrête pas l'interrompre. Lâche. Quand on regarde l'érosion autour de la base du Grand Sphinx, on voit des motifs qui ont été formés par l'eau courante, d'énormes quantités d'eau se déplaçant à des vitesses incroyables. Mais si c'est de l'érosion due à l'eau, cela signifie que le Sphinx a été créé avant la dernière inondation, il y a 6500 ans, donc avant l'émergence de la civilisation égyptienne. Les archéologues détestent cette idée. Ils détestent l'idée que le Sphinx ait plus de 10 000 ans. D'autres preuves indiquent aussi un déplacement cataclysmique des pôles, notamment une grande inondation de boue et un continent englouti. Tu veux dire? Je veux dire l'Atlantide. Chan Thomas fait des affirmations assez extrêmes dans l'histoire d'Adam et Ève. Des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Dans ces dialogues, Platon a présenté au monde l'Atlantide, la société utopique avancée qui a été détruite lors d'un cataclysme. Maintenant, tant qu'une preuve définitive de l'Atlantide n'aura pas été trouvée, elle continuera d'être considérée comme une terre mythique. Mais cela ne doit pas et ne devrait pas empêcher les gens de la chercher. La structure de Risha, ou œil du Sahara, est une formation géologique en Afrique du Nord-Ouest, de taille et de forme similaires à celle de l'Atlantide. Platon a décrit la ville comme des anneaux concentriques, d'où s'écoulait un cours d'eau. Même parmi les partisans de l'Atlantide, le débat persiste sur son origine, artificielle ou naturelle. Je trouve fascinant que près de l'œil du Sahara, et ailleurs sur la planète, on observe de grandes ondulations dans le paysage. Au sol, ces collines ondulantes mesurent en réalité 15 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Et elles ont été causées par l'eau. Beaucoup d'eau. C'est l'une des choses les plus folles que vous verrez. C'est Juste ici. ces ondulations, des ondulations répétées dans une zone sans rien de similaire. Ce sont les traces du déluge. C'est exactement ça. L'eau ici, Joe, qui a fait ça. La façon de visualiser cela, encore une fois, il faut penser au tsunami. Ici, ce que vous devez imaginer, c'est un tsunami qui déferle sur la Terre avec une profondeur de plus de 300 mètres. Et il déferle sur cette Terre à probablement 2 ou 300 millions de pieds cubes par seconde, ce qui est une quantité d'eau inconcevable. L'Atlantide n'est pas le seul lieu perdu suite à cette catastrophe. De l'autre côté du monde, nous avons un autre continent perdu. Celui-ci s'appelle la Terre de Mu. Mu est décrite par Augustus le Plongeon et plus tard par James Churchward, tous deux ayant traduit de très anciens textes mayas et indiens. Ces deux cultures, situées aux extrémités opposées du monde, décrivent un vaste continent dans le Pacifique qui s'étendait jusqu'à Hawaï au nord, aussi loin au sud que l'île de Pâques, et à l'ouest, presque jusqu'aux îles du Japon. James Bramwell et William Scott Elliott, tous deux partisans de cette théorie, affirment que le continent a été détruit lors d'un cataclysme il y a 11 500 ans. Voilà encore cette date. Le monument de Yonaguni au large des côtes du Japon serait les ruines sous-marines de Mu. Nan Madol, en Micronésie, est considéré comme la partie sud de Mu. Le site est rempli de structures faites d'énormes tronçons de roches volcaniques. Personne ne sait qui a construit cela ni comment, mais leur société était avancée. Tout récemment, des images lidar prises depuis les airs ont montré qu'à une époque, Nan Madol possédait un système d'irrigation artificielle capable d'apporter de l'eau douce aux habitants de toute la région. La partie orientale de Mu est l'île de Pâques, et il pourrait y avoir des preuves d'un cataclysme là-bas. Sur l'île de Pâques se trouvent les statues Moai, et vous les avez déjà vues. Ce sont beaucoup de têtes, en fait environ 1 millier. La plupart ignorent que ces statues ont des corps enfouis sous terre. Il existe donc deux options. Premièrement, ceux qui ont construit les statues ont d'abord creusé des trous, puis enterré des statues de 9 mètres de haut, pesant 80 tonnes jusqu'au cou, puis ont rebouché les trous. Ou bien, les statues étaient complètement à l'air libre, mais à un moment donné, elles ont été ensevelies par quelque chose. Regardez l'île de Pâques, une petite île isolée au milieu de nulle part. À une époque, 12 000 personnes y vivaient. D'où venaient-elles ? L'anthropologie dominante affirme que des gens de Polynésie ont pris une pirogue et parcouru des milliers de kilomètres au milieu du Pacifique en espérant que tout se passe bien. Mais si le continent de Mu existait vraiment, alors ils auraient simplement pu y aller à pied. Cela pourrait aussi expliquer pourquoi les langues polynésiennes présentent des similitudes avec le grec, et peut-être pourquoi, sur l'île de Pâques, ils adoraient un dieu du soleil appelé Ra, ce qui ressemble étrangement au dieu égyptien du soleil, Ra. Et les liens ne s'arrêtent pas là. Il existe des similitudes entre les dieux grecs, égyptiens et même indiens, comme si toutes ces cultures s'étaient mélangées ou provenaient d'une source unique. Chan Thomas présente des éléments de preuve solides en faveur de la théorie du cataclysme cyclique. Mais les grandes questions sont, comment et quand cela se produira-t-il ? Vous n'aimerez pas la réponse. Le docteur Chan Thomas avance un argument convaincant sur un futur cataclysme mondial. Mais quand ? Pour y répondre, il faut comprendre comment cela arrive.
Dans l'histoire d'Adam et Ève, Thomas propose un schéma de la coupe de la Terre et décrit le processus. Le processus d'un cataclysme est désormais connu. Regardez la coupe transversale de la Terre à l'intérieur de la couverture avant. Vous verrez deux couches en fusion, orange. La principale est la fine couche en fusion, débutant à 60 miles de profondeur, qui s'étend sur 60 miles de plus, jusqu'à 120 miles sous la surface de la Terre. La couche épaisse et profonde en fusion qui commence à 1800 miles de profondeur, au bas du manteau, et qui s'étend sur 1300 miles de plus. C'est le noyau externe. La sismologie a prouvé que ces deux couches oranges sont en fusion, et elles sont incandescentes, à plus de 2500 degrés Fahrenheit. Le docteur Thomas a pu prédire l'activité sismique partout dans le monde. À l'intérieur de la Terre, la structure électrique et magnétique de l'intérieur fait que les couches se comportent comme si elles étaient presque solides. Tant que la structure magnétique et électrique de la Terre maintient son ordre, elle continue de tourner normalement sur son axe. Tous les quelques millénaires, l'ordre magnétique et électrique dans la couche superficielle en fusion est désorganisé au point que cette couche superficielle en fusion se comporte comme un liquide libre. Ce lubrifiant permet aux calottes glaciaires de faire tourner l'enveloppe terrestre, déplaçant ainsi les calottes d'environ 90 degrés vers la zone torride. Quand cela se produit, la couche sous la croûte terrestre devient liquide. Les masses terrestres glissent alors librement et le poids des calottes glaciaires fait basculer la Terre hors de son axe. En U-quart à une demi-journée, les pôles géographiques se déplacent vers la zone torride et c'est alors le chaos total. Eh bien, c'est moins qu'on puisse dire. L'atmosphère et les océans de la Terre ne se déplacent pas avec l'écorce. Ils continuent simplement de tourner d'ouest en est. Et à l'équateur, cette vitesse est d'environ 1037 miles par heure. Donc, pendant que l'écorce se déplace, alors que les pôles se déplacent vers l'équateur, les vents et les océans continuent vers l'est, soufflant et inondant la Terre à des vitesses supersoniques, inondant les continents sous des kilomètres d'eau, détruisant tout ce que l'homme a jamais connu, y compris lui-même. C'est un résumé du processus. Quand tout cela doit-il arriver? J'ai besoin de temps pour obtenir un arc renforceur l'acier. Eh bien, Sean Thomas a mis à jour sa prédiction en 1993 et a dit que le basculement se produirait dans 7 ans, vers l'an 2000. Il a mentionné que Nostradamus et Edgar Cayce avaient fait la même prédiction. Oui, mais ça fait plus de 20 ans. Ce qui veut dire que ça ne serait tardé. Ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup plus à dire sur The Adam and Eve Story, mais voilà les grandes lignes. Et si vous voulez lire le livre en entier, il y a des liens ci-dessous. Alors, devons-nous paniquer? Eh bien, examinons quelques points du livre, et voyons comment il se compare à la science connue. Mais d'abord, clarifions certaines choses. J'ai raconté l'histoire en me basant sur ce qui est dans le livre, ainsi que dans les articles et vidéos qui circulent sur le web. Les vidéos ne sont pas totalement exactes. D'abord, on vous dira que Sean Thomas est un pseudonyme, car le sujet était si explosif qu'il a écrit son livre sous un faux nom. Eh bien, ce n'est pas vrai. Le docteur Sean Thomas était une personne réelle. Sean est un surnom. Son nom complet était Dr. Chauncey Powers Thomas. Il est né dans le Missouri en 1920 et est décédé en 1998. Il était marié, avait enfants et petits-enfants. Ingénieur électricien, il a travaillé chez McDonnell Douglas et a témoigné comme expert OVNI dans un documentaire des années 90. Et il est passé chez Johnny Carson le 7 avril 1965 avec Ava Gabor. Eh bien, à aucun moment de cette histoire, je n'aurais pensé qu'on finirait avec Johnny Carson et Ava Gabor. Le Dr Thomas a écrit plusieurs livres, dont certains sur la catastrophe à venir. Il a aussi écrit sur l'ESP et les ovnis. Il a même écrit un livre pour s'initier soi-même à l'accouchement naturel. Attends, quoi? Que sait-il de l'accouchement? Je ne suis pas biologiste, mais je doute que les hommes... N'ouvre pas cette porte. Une autre chose que vous entendrez, c'est que le livre faisait à l'origine 284 pages, mais que la CIA n'en a publié que 57. C'est pas vrai. Non, le livre original faisait 57 pages. Si vous regardez la table des matières, la conclusion commence à la page 45. Et certaines personnes diront que la CIA retient des documents parce qu'il manque des pages, comme la page 8, la page 18, la page 20, et quelques autres. Elles manquent, car ce sont les versos vierges des pages de titre dans le livre original. Je pourrais vous le prouver, quelqu'un en possède une copie. Donc le document de la CIA est complet. Alors pourquoi est classé secret? Eh bien, c'est un peu un mystère. Ont été classés secrets. Le livre, une note interne listant des outils et pièces de voiture, et un article découpé du magazine People, plié. Eh bien, c'est plutôt bizarre. Ouais, si je devais deviner, ce document était en possession d'un agent chargé du dossier, et il a été classé simplement par routine. En 1966, l'année où il a été classé, le Dr Thomas a travaillé chez McDonnell Douglas sur la technologie des ovnis et l'antigravité, ainsi que comme ingénieur de projet chez Bell Labs sur un système de guidage de missiles. Sean Thomas était réputé très intelligent, mais excentrique.
Les documents classifiés faisaient sans doute partie d'un rapport où il était surveillé. On prétend que le livre a été interdit, mais ce n'est pas vrai. Seul ce document a été classifié. Il y avait des copies en circulation, il a également publié des suites en 1971 et en 1993, et aucune d'elles n'a été classifiée. Quant au contenu du livre lui-même, Thomas ne fournit aucune preuve solide. Il tire de nombreuses conclusions de vieux textes, parfois de grandes extrapolations. Il semble qu'il reprenne des idées de catastrophistes comme Hapgood, Immanuel Velikovsky et d'autres, mais il ne choisit que ses parties préférées sans fournir de détails précis. Par exemple, sa théorie selon laquelle les calottes glaciaires auraient fait dévier la Terre de son axe vient du premier livre de Hapgood. Mais après avoir collaboré avec des scientifiques, dont Einstein, Hapgood a publié un second livre où il admet s'être trompé. Mais le docteur Thomas, lui, il s'en tient à cette histoire. Et la partie sur la croûte liquide dont il parle, il dit que le magnétisme et l'électricité de la Terre sont perturbés. Il ne fournit ni preuve ni explication sur la cause, juste que cela se produit. Or, des carottes de glace de l'est de l'Antarctique montrent qu'elle est glacée depuis au moins 1,5 million d'années. Certes, la partie ouest du continent est un peu plus compliquée, parce qu'elle n'a peut-être pas toujours été recouverte de glace. Mais dans tous les cas, on sait avec certitude qu'elle est là-bas depuis très longtemps. Lorsque Chan Thomas a publié une version étendue du livre en 1993, il n'a apporté aucune correction, ni fourni de nouvelles preuves. Mais il a ajouté des chapitres sur la perception extrasensorielle, sur les ovnis et sur les anges. Ce texte n'a rien de scientifique, c'est un vrai fouillis, il saute d'une idée à l'autre sans cohérence. On a l'impression qu'il a rassemblé toutes sortes d'idées accumulées au fil des années et qu'il les a jetées dans un dernier livre. Donc, deux questions. Le docteur Chan Thomas était-il un chercheur sérieux? Non. Y a-t-il des preuves pour étayer certaines de ses affirmations? Oui, il y en a. Je ne crois pas que le docteur Chauncey Powers Thomas était un chercheur sérieux. Je ne veux pas débattre de ses éventuels dons de perception extrasensorielle, mais certaines affirmations de son livre ont été prouvées possibles. Les inondations mondiales ont eu lieu et les preuves abondent. Mais ces inondations, notamment celles du Drias récent, venaient de la fonte rapide des glaciers, pas des océans. Elles étaient pourtant destructrices, provoquant des tsunamis dépassant 300 mètres de haut. Elles ont fait monter le niveau de la mer de plusieurs centaines de pieds. Il dit que la température a chuté si vite que tout a gelé instantanément, évoquant des mammouths laineux retrouvés gelés avec des boutons d'or dans la bouche. C'est vrai. Des mammouths ont été découverts gelés alors qu'ils mangeaient. Il faut longtemps pour congeler un steak, mais congeler instantanément un mammouth nécessite des conditions extrêmes. Selon Thomas, l'activité sismique contribue au déplacement de l'axe terrestre. C'est également vrai. La NASA a découvert que le grand tremblement de terre indonésien de 2004 a déplacé le pôle Nord d'environ 25 cm vers l'est. Et la rotation de la Terre s'est accélérée, ce qui a réduit la durée d'une journée de 2,7 microsecondes. En 2010, un séisme au Chili a eu le même effet. L'axe terrestre a bougé et la journée a raccourci. Au Japon, cela s'est reproduit l'année suivante. Est-ce préoccupant? Pas vraiment. Les séismes accélèrent un peu la Terre, mais la Lune la freine, gardant un bon équilibre. Ces variations ne sont pas inquiétantes. Par contre, le déplacement des pôles magnétiques l'est. Nous savons que les pôles de la Terre s'inversent, le nord devient le sud et vice-versa. Et d'un point de vue géologique, cela arrive souvent. C'est arrivé des centaines de fois. En moyenne, le temps entre deux inversions est d'environ 300 000 ans. Mais nous n'avons pas connu d'inversion depuis près de 800 000 ans. Donc nous avons largement dépassé l'échéance. Alors comment savons-nous que cela s'est inversé? Lorsque la lave refroidit, elle enregistre l'orientation des anciens champs magnétiques, comme un magnétophone pour le son. Oh, c'est vraiment cool en fait. Les pôles sont toujours en mouvement. Au début des années 1990, le pôle Nord dérivait d'environ 15 km par an. Mais ce chiffre n'a cessé d'augmenter. En fait, le GPS est mis à jour périodiquement pour en tenir compte. Mais auparavant, le GPS était mis à jour tous les 5 ans, puis chaque année, et maintenant tous les 6 mois. Le pôle dérive désormais de près de 64 km par an, et le champ magnétique terrestre s'affaiblit vite, signe possible d'un basculement. Et alors, est-ce la fin du monde? Eh bien la vie continuera. Les animaux qui s'orientent grâce au géomagnétisme seront désorientés, mais en 1 ou 2 générations, ils s'adapteront. Les animaux insensibles au magnétisme ne verront sans doute aucune différence. Les archives géologiques n'indiquent aucune extinction majeure lors des inversions polaires, et notre espèce a déjà survécu à plusieurs inversions au cours des 3 derniers millions d'années, et nous sommes toujours là. Oh no. Mais nos ancêtres n'avaient pas de satellite, ni de GPS, ni d'avion. Beaucoup de nos technologies vont se dérégler, mais les codes peuvent être réécrits et les logiciels corrigés. Le vrai danger se trouve entre les inversions. Avant un renversement des pôles, le champ magnétique terrestre se trouble et s'affaiblit fortement. Cela nous rend vulnérables à l'activité solaire.
Les vents solaires, tempêtes et éjections de masse coronale sont dangereux. Sans champ magnétique, les satellites non renforcés seront grillés et les taux de cancer grimperont fortement. Si vous pensez que le changement climatique est un problème aujourd'hui, Le changement climatique n'est pas un problème actuel. oui, c'en est un. Ne sois pas un mouton. De toute façon, le climat sera très imprévisible. Le principal risque concerne nos réseaux électriques. Une forte activité solaire pourrait priver la Terre d'électricité pendant des jours, des semaines, voire des mois à certains endroits. Dire qu'il y aura des troubles civils est un euphémisme. Quand le Dr Chan Thomas a publié The Adam and Eve Story, son livre a été considéré comme de la pseudo-science. Pourtant, environ 50 ans plus tard, nombre de ses affirmations pourraient être prouvées. Parfois, la différence entre pseudo-science et vraie science n'est qu'une question de temps. Si seulement une partie des prédictions du Dr Thomas se réalisait, notre temps est compté.